Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir accepté cette invitation en web conférence lancée par notre association USH 74, qui, je le rappelle, réunit les 15 principaux bailleurs sociaux du département et qui a pour objet de représenter le mouvement HLM à l'échelle du département. Nous serons 6 à intervenir ce matin au nom du collectif. Donc, aux dames, donc Isabelle Gautron, Pierre-Yves Antras, Vincent Roche, Nicolas Gauteur, Vincent Moine-Locose et moi-même. Nous avons souhaité ce format interactif animé par Aude Poissignon, en charge en effet de la coordination de l'USH 74. Il permet d'échanger à distance sur une question qui a pris de la place dans l'actualité HLM, le développement de la vente de logements sociaux. À travers cette séquence, nous souhaitons expliquer pourquoi nous sommes amenés à développer la vente HLM, comment est-ce que nous allons nous y prendre, combien de logements nous pensons vendre et à qui. Cette évolution peut questionner les élus, susciter des inquiétudes. Nous l'avons constaté à travers les questions qui nous ont été transmises en amont de la webconférence. Nous souhaitons, à travers nos interventions ce matin, vous assurer que cette démarche se fera de manière responsable, en cohérence avec les enjeux du territoire et du parcours résidentiel de nos clients locataires. Rappelons tout d'abord quelques éléments de contexte. Jusque-là, pour la plupart des organismes, la vente était une activité plutôt à la marge. Elle s'est peu développée dans le département de la Haute-Savoie, moins de 50 logements vendus par an. La loi de finances 2018, couplée à la loi Elan, a profondément modifié le modèle économique et la stratégie d'intervention des organismes. En effet, les différentes mesures de la loi de finances, réduction de loyer de solidarité, hausse de la TVA, hausse de la cotisation de la caisse de garantie du logement locatif social, ont eu de très forts impacts sur les capacités d'investissement des organismes. Pour notre 7 départements, les pertes ont représenté plus de 17 millions pour les organismes en 2018. Il faut savoir que dès la fin 2017, la vente a été mise en avant parmi les mesures compensatoires à la réduction de loyer de solidarité annoncée par le gouvernement. La vente représente un outil d'optimisation des capacités financières des organismes. Elle permet de compenser partiellement la baisse des fonds propres perdus avec la réduction de loyer de solidarité. L'objectif annoncé par le gouvernement est d'aboutir à 40 000 logements vendus à l'échelle nationale et à la construction de 110 000 logements locatifs sociaux, toujours à l'échelle nationale. Actuellement, moins de 10 000 logements sociaux, toujours à l'échelle nationale, sont vendus chaque année, soit une volonté d'au moins quadrupler le volume de vente actuel. Pour les organismes de l'USH 74, l'enjeu est de maintenir une production à logement social soutenue, assurer la rénovation du parc existant, garder une gestion de proximité, et ce, malgré les impacts financiers des réformes. Pour conserver cette ambition, la vente HLM devient un volet à part entière dans la dynamique patrimoniale des organismes. Au moment de votre inscription à la webconférence, vous nous avez transmis un certain nombre de questions qui concernent les évolutions juridiques en matière de vente HLM, les volumes mis en vente et les objectifs de vente effective, les publics ciblés en tant que futurs acquéreurs, les mesures de sécurisation, les engagements que nous pouvons prendre pour développer une politique de vente responsable. Voilà, je dirais en quelques mots cette introduction de cette web conférence, et je vais de ce pas laisser la parole à Aude pour introduire ces différentes questions. Donc, nous avons repris ce matin toutes les questions que vous nous avez fait remonter et nous vous en remercions. Et nous allons donc y répondre. Les premières questions qui nous ont été adressées concernent les évolutions juridiques au sujet de la vente HLM et notamment celles qui ont été amenées récemment par la loi Elan. Et une question plus précise liée à la loi Elan concerne la vente des logements sociaux dans le cadre des communes SRU. La vente de logements sociaux est-elle possible sans l'accord des collectivités et quelles sont les modalités en commune SRU?
C'est une question qui nous a été remontée par les communes, et notamment la commune d'Amancy, qui doit être avec nous ce matin. Si vous souhaitez prendre la parole pour préciser votre question, n'hésitez pas. Oui, bonjour. 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 Oui, non, non. Écoutez, je vous laisse me répondre, puis je vous poserai je verrai s'il y a des compléments d'information à solliciter. Bien. Je laisse la parole à Pierre-Yves Antras qui va répondre à cette question. Bonjour à tous. Eh bien, plus dans le cadre effectivement de cette question générale, puis je laisserai peut-être les questions venir après l'intervention. Je vais plus essayer de vous donner des points de résumé technique, forcément sur des choses dont vous avez déjà entendu parler. Donc l'intérêt, c'est peut-être en termes de précision, en termes d'éléments vous questionnant, comme vous le précisiez. Au niveau de la commune d'Amancy notamment, peut-être des choses à compléter après. Donc, simplement des points de rappel concernant les évolutions juridiques qui ont été menées par la loi Elan. D'abord, rappeler que l'organisme, et c'est la grande nouveauté, enfin, j'ose dire le grand élément d'impact de la loi Elan, c'est que on n'est plus sur un schéma qui était celui classiquement sur la mise en vente, qui était demande d'autorisation, autorisation, et puis ensuite développement de cette autorisation et du plan de mise en vente. C'est-à-dire que là, on est dans une logique où 3 éléments vont être complètement liés, interdépendants, et des éléments qui vont être co-signés par les uns et les autres, les uns étant l'organisme HLM, les autres étant principalement l'État, et puis si l'organisme HLM le souhaite, éventuellement les collectivités. Et ces documents qui vont être co-signés et qui vont symboliser la totalité du plan de mise en vente, c'est ce qu'il faut qu'on retienne, va se résoudre dans la convention d'utilité sociale, la CUS, qui sera un élément déterminant. Le plan de mise en vente sera élaboré, il servira à alimenter le plan stratégique de patrimoine qui lui-même viendra être un élément dépendant de la CUS. Et donc, à partir du moment, et c'est ce que nous rappelle la loi Elan, à partir du moment où on est signataire d'une CUS avec l'État, où l'État reconnaît notre CUS, tout ce qui est prévu dans le cadre du plan de mise en vente devient exécutoire et à autorité d'autorisation dans le cadre de la mise en vente. La loi prévoit que toute vente qui viendrait par la suite en dehors de ce schéma de plan de mise en vente prévu dans la CUS fera l'objet de ce qui ressemble à avant la loi Elan, c'est-à-dire une demande d'autorisation aux communes qui ont 2 mois pour donner un avis, et puis leur avis est considéré ou pas par le préfet selon qu'elles peuvent avoir un droit de veto, c'est-à-dire quand on est dans des communes qui n'atteignent pas le taux imposé dans le cadre de la loi SRU au niveau du nombre de logements sociaux, et bien dans ces cas-là, les communes ont un droit de veto sur le refus de vente du patrimoine HLM qui n'aurait pas été signé dans le cadre de la CUS. Ce qu'on rappelle, ce que Aude nous rappelait dans la partie réglementaire, la loi Elan ne vient pas bouger la partie qui était déjà autorisée au niveau des ventes, du schéma de vente qui chaque année est obligatoirement présenté au conseil d'administration des organismes HLM et qui du coup fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration. Et puis les ventes de logements intermédiaires ne sont pas soumises à cette même particularité. C'est une simple déclaration au préfet, puisque je vous le rappelle, dans le cadre des logements intermédiaires, on est dans ce qui s'est mis en place plutôt de toute façon avec une autre forme d'arbitrage à l'issue d'une détention par les organismes HLM de ce patrimoine. En règle générale, c'est un patrimoine qui est prévu pour exister en tant que logement locatif intermédiaire sur une durée de 15 à 20 ans. C'est comme ça que les organismes le développent. Donc, on n'est pas soumis
ces obligations-là, qui sont celles que j'ai décrites avant. Simplement des cas particuliers sur les ventes en commune SRU. Donc, au moins 50% des ressources dégagées par la vente doivent être affectées soit à la construction de logements neufs sur la commune, sur le PCI, sur l'agglomération, enfin sur tout ce qui peut effectivement permettre de prouver qu'on est dans une logique de développement à partir de ce qui aura été affecté et qui permet globalement d'abonder les fonds propres de l'organisme HLM sur le développement de l'offre nouvelle, ou bien des travaux de rénovation de logements sociaux, c'est-à-dire à nos deux piliers en tant qu'organisme HLM, de l'investissement immobilier dont on a besoin en termes de fonds propres. Les investissements, donc, comme je disais, sont à réaliser sur le territoire de la commune concernée par la vente ou avec l'accord de la commune et de l'État sur le PCI ou le département. Voilà, donc une forme d'engagement, c'est ce que nous dit la loi, une forme d'engagement qu'il faudra justifier. En clair et entre nous, ça sera compliqué quand même à justifier, mais le principe est, je pense, dans le cadre de la loi, de rappeler qu'on est vraiment dans une logique là de on ne se, entre guillemets, débarrasse pas du logement locatif social. Il y a vraiment l'engagement de l'État qui le proclame au niveau de la loi sur, attention, le logement social doit continuer, même quand il est arbitré, c'est-à-dire même quand il est vendu, on doit contribuer à développer toujours de manière forte cette partie de logement social. Donc, tout ce qui vient de la vente doit être réaffecté sur une logique de développement. Alors, au moins 50% du neuf ou de réhabilitation sur la commune, mais plus globalement dans le cadre du logement social. Ce qui est, on le rappelle quand même, lié à l'existence même et aux fondamentaux d'un organisme HLM. A priori, on ne fait pas autre chose de nos fonds propres que de développer du logement locatif social. Avec la loi, excuse-moi Aude, avec la loi Elan, donc l'élément à retenir, c'est que les logements deviennent comptabilisés 10 ans au titre de la loi SRU et non plus 5 ans, comme c'était le cas précédemment. Donc pendant 10 ans, la commune va comptabiliser dans son comptage, dans son décompte loi SRU, article 55 loi SRU, la commune va continuer à décompter ce logement dans le cadre de son effectif de logements sociaux pendant 10 ans et plus 5 ans. Sur les dispositions nouvelles, on va simplement rappeler que la loi Elan a créé un organisme qui est un organisme national de vente. L'organisme national de vente, lui, a pour but, pour les organismes qui auraient peut-être une nécessité, une obligation à aller dans une cession rapide de la patrimoine, c'est-à-dire en clair un besoin de cash flow immédiat essentiellement pour des besoins d'investissement dans des opérations de réhabilitation importantes de quartier. Donc ça concerne surtout des secteurs où le développement se fait plus trop parce que répond plus à un besoin, mais une nécessité pour un organisme d'engager des réhabilitations fortes sur son parc et n'a pas les moyens économiques après l'impact de la loi de finances, c'est-à-dire de la RLS, l'organisme HLM n'a plus la capacité à pouvoir investir sur ses besoins en termes de réhabilitation. Donc, l'organisme national de vente arrive, propose à l'organisme HLM de racheter en bloc son immeuble ou ses immeubles et cède derrière, dans le cadre de la mise en vente de patrimoine, cède derrière, la loi s'applique pour lui, c'est-à-dire une cession au logement, au cas par cas, en fonction de l'occupation, en fonction de la volonté du locataire. Tout ça ne change pas tellement par rapport à la voie précédente de la mise en vente HLM. La grande différence là, c'est qu'un organisme peut, du coup, sans l'avis de la commune, puisque c'est quelque chose qui se passe entre organismes, céder la totalité d'un bloc de patrimoine à l'ONV, l'organisme national de vente, qui derrière fera ce qu'on considère en termes de vocabulaire dans notre jargon, une vente à la découpe au locataire
prioritairement locataires occupants. Autre élément de structure qui a été créé par la loi Elan, c'est les OFS, les organismes de foncier solidaire, qui eux sont des organismes qui interviennent sous une forme qu'on va qualifier de démembrement. Ce n'est pas tout à fait du démembrement, mais l'idée c'est que globalement, on va avoir un organisme qui va être propriétaire du foncier, a priori de façon très longue, on parle même de façon indéterminée, c'est-à-dire qu'il va rester propriétaire dans une durée qui n'est pas forcément limitée dans le temps. Elle peut être limitée, mais globalement, tout ce qui se dessine aujourd'hui au niveau des OFS au plan national, c'est plutôt des organismes qui sont propriétaires de cette part foncière d'une façon indéterminée, et mettre en place des baux réels solidaires. Donc, c'est des termes dont vous avez forcément entendu parler, qui nous permettent d'avoir une logique de rechargement de l'occupation sociale du logement. Alors, qu'est-ce que c'est que le bail réel solidaire? C'est quelque chose qui permet globalement, dans le domaine de l'accession à la propriété, d'être dans une logique d'accompagnement du propriétaire, c'est-à-dire qu'en fait, on crée j'ai parlé tout à l'heure de démembrement, une logique d'acquisition uniquement d'une partie hors foncier. Le principal avantage, c'est qu'effectivement, le montant de l'investissement va être plus faible que si on était propriétaire de la totalité. Ça, c'est l'avantage apparent. L'avantage apparent pour nous, essentiellement, et pour vous, collectivité, l'avantage surtout apparent, il est social, c'est-à-dire qu'enfin, avec le bail réel solidaire, on arrive dans ce qui est domaine de l'accession sociale à la propriété, comprenant aussi la possibilité de la mise en vente. C'est pour ça qu'on en parle là, parce que l'accession sociale à la propriété, ce n'est pas uniquement des opérations de promotion immobilière, c'est-à-dire dans le neuf, ça peut être aussi ce qu'on est en train de développer pour un certain nombre d'entre nous, des structures qui peuvent aussi s'imaginer en bail réel solidaire au moment de la mise en vente de patrimoine. Alors, le bail réel solidaire, c'est important de le voir, surtout, je le redis, parce qu'on est là avec des collectivités, comme étant enfin en France la possibilité d'avoir une réponse à une occupation sociale, notamment par le rechargement du bail réel solidaire, ce qu'on n'avait pas juridiquement en termes de capacité. C'est-à-dire que, bon là c'est peut-être un peu technique, on avait trouvé les solutions pour mettre des clauses antispéculatives sur les opérations immobilières, mais au-delà pour la collectivité de récupérer en fait ce qu'elle avait versé en termes de subventions, et donc qui se traduisait à un moment dans la chaîne par une plus-value pour un accédant, elle pouvait récupérer sa subvention. Par contre, elle ne pouvait plus exiger des contraintes sociales sur les ressources, sur la composition des ménages, sur le plafonnement des ressources, alors qu'avec le bail réel solidaire, la collectivité, l'organisme de foncier solidaire va retrouver une contrainte qu'elle peut maîtriser sur ces ressources-là. Donc voilà ces deux organismes, ces deux structures qui ont été créées par la loi Elan et qui nous permettent d'imaginer des pistes aussi sur la vente de notre patrimoine et sur la sortie de notre patrimoine. Ce qu'il faut simplement rappeler dans tout ça, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui n'est pas optionnel pour nous, organisme HLM, c'est-à-dire que tous ces dispositifs sont partis d'une logique imposée quelque part par ce sur quoi on a beaucoup communiqué à l'époque, c'est-à-dire la ponction, je vais la résumer en disant qu'il y a une ponction de la loi de finances et de la loi Elan sur la capacité d'un organisme HLM à investir sur 20 à 30%. C'est-à-dire que globalement, on nous a créé un impôt, comme tout le monde, comme les collectivités, comme toutes les structures, etc., mais un impôt qui vient nous ponctionner sur notre capacité d'investissement de 20 à 30% selon
nos structurations financières. Ce qui veut dire que soit on maintient dans les territoires qu'on a besoin une capacité de développement et d'investissement, ce qui est le cas sur la Haute-Savoie. Enfin, vous connaissez bien le fonctionnement de vos agglos et de notre département. Donc, on a besoin de maintenir ça pour répondre à un besoin. Sauf que pour le maintenir, il faut qu'on produise une autre source de fonds propres. Et cette autre source de fonds propres, c'est forcément sur la mise en vente de notre patrimoine, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, si on veut continuer à être présent, ben, il faut ce qu'on a déjà expliqué aux différentes collectivités, il faut qu'on trouve un équilibre entre ce qui est compliqué pour les collectivités qui finalement font un rattrapage d'une production de logements sociaux et l'idée de vendre du patrimoine parce que justement, on n'a pas d'autre solution. Donc, la loi Elan, autre petit élément qu'il faut aussi rajouter, la loi Elan nous crée quelque chose aussi de nouveau parce qu'effectivement, ce n'était pas si simple de nous accompagner dans cette logique simplement d'aide à l'émergence de nouveaux investissements. Donc, on a quand même une loi qui va nous impacter sur une logique de taxation nouvelle sur les plus-values qu'on va réaliser dans le cadre des ventes, c'est-à-dire qu'on aura vraisemblablement, alors le sujet est encore en débat, mais on aura vraisemblablement quelque chose qui se situera sur un impôt de 10% de la plus-value qu'on constatera, c'est-à-dire que si on constate une plus-value, bien évidemment, tout ça nous permet de réalimenter sur le développement, mais on aura, avant de réalimenter sur le développement d'une offre nouvelle, on aura une taxation de 10% de cette plus-value qui retournera à la caisse de garantie du logement locatif social, donc qui sera ponctionnée au niveau de l'État. Voilà sur cette première question. Alors, je ne sais pas, Aude, je te laisse… Merci Pierre-Yves. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Cette rapide synthèse juridique, elle vous sera transmise suite à la webconférence. Nous enchaînons avec une autre question qui était posée par les communes également. Quelle opportunité peut représenter la vente HLM pour les communes ? C'est également Pierre-Yves Antras qui va faire l'exercice d'y répondre. Alors, le problème de la présentation de la loi, et puis bon, on voit apparaître aussi avec vos questions, c'est qu'on a l'impression peut-être que derrière, on se dit, mais finalement, qui est gagnant, qui est perdant. Alors, j'ai un petit retour. Si les personnes qui ont leur micro veulent bien le couper, ça m'aiderait à ne pas avoir de retour. Il suffit de couper le micro et de vous mettre en muet. Voilà. Je vois que Coralie, elle doit pas être en muet, donc bon, c'est pas grave. Voilà, donc quand même, ce qui est important pour nous en dehors des opportunités, parce que quelque part, j'ai envie de dire, on n'aura pas la prétention de vous parler des opportunités, c'est vous qui les connaissez mieux que nous, à condition d'intégrer un plan de mise en vente comme étant un élément déterminant dans la trajectoire résidentielle et sociale des ménages. Et tout ça, à notre avis, doit se régler dans le cadre d'un PLH. C'est-à-dire que dans votre PLH, on a effectivement le volet de vente, qui soit en accession sociale ou qui soit en vente de patrimoine, voire qui va jusqu'à une logique d'engagement et de travail sur la vente de certaines copropriétés, comme ça existe dans certaines communes, certains EPCI. En tout cas, l'idée, c'est que vraiment, vous avez une opportunité d'y travailler dans le cadre d'un élément fort sur la trajectoire résidentielle. Donc, ça veut dire aussi sur toute la trajectoire sociale et donc ce que vous qualifiez par ailleurs ou ce qu'on qualifie par ailleurs de mixité sociale, mixité sur certains groupes, mixité sur certains territoires, sur certains éléments de territoire, être en capacité de fixer des objectifs par rapport à cette notion de mixité
qui passe aussi par des mixités de statuts. Et que travailler sur certains ensembles, certaines communes, certains EPCI, certains sous-territoires comme une dynamique de revalorisation d'éléments de quartier, ça passe par vos PLH, ça passe par une logique effectivement de mixité des statuts. Alors moi j'ai juste envie de dire que ces opportunités, vous les trouverez dans les éléments, enfin vous les avez déjà trouvés. Juste envie de réaffirmer au nom des organismes de l'USH 74 que notre volonté, elle est vraiment de dire qu'en fait, même si la loi Elan vous donne des impressions que tout est fait pour que les bailleurs se débarrassent de leur patrimoine, on n'est pas sur ce registre-là. C'est-à-dire que si effectivement on engage de façon qui reste quand même marginale, hein, des mises en vente sur notre territoire. Ça reste marginal parce que, comme l'a dit Alain Benoîton, on va multiplier au maximum par 4 nos ventes sur le territoire, mais on était sur nos territoires de la Haute-Savoie sur des ventes de logements qui étaient relativement faibles. Donc oui, on a besoin de multiplier ce nombre qui était relativement faible par 3. Mais la vente de patrimoine restera toujours marginale par rapport à ce qu'on développe, par rapport à la réponse aux besoins. Et si elle ne se fait pas, elle ne peut pas nous permettre d'être dans une logique d'offres nouvelles importantes et d'être dans une logique de réalité de nos présences de proximité dont vous avez besoin. C'est-à-dire que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la vente HLM, en clair, est obligatoire pour tous les organismes HLM. Et quand je dis tous les organismes HLM, ce n'est pas que les 15 qui sont autour de la table à l'USH 74. C'est-à-dire que vous verrez sur vos territoires des organismes HLM qui ont compris au plan national que c'était plus intéressant de venir développer du logement qui avait de l'actif plus intéressant dans un département comme la Haute-Savoie. Donc, vous verrez des organismes HLM nouveaux qui n'étaient pas présents jusque-là, qui ne sont pas vos partenaires pour la gestion de proximité, pour la mixité, pour tout ce qui est important dans le cadre de vos PLH, et notamment pour la réhabilitation, et qui vont arriver de façon massive sur nos départements. Et quelque part, si peut-être une réponse, parce que je crois que certaines collectivités se disent bon, les organismes locaux, pas de souci, ils veulent vendre, donc nous, on ne veut pas qu'on vende leur logement, ben, pas de souci, ils ne les vendent pas, et du coup, ils n'ont qu'à pas développer, et derrière, ça sera les organismes nationaux qu'on ne connaît pas encore, mais qui viendront construire chez vous. Il n'y aura pas de problème. Ces organismes nationaux, voire régionaux, hein, certains qui ne s'étaient jamais intéressés à la Haute-Savoie commencent à s'intéresser à la Haute-Savoie, qui ne sont pas des organismes nationaux, qui sont juste des organismes de département d'à côté, qui se mettent à développer dans le département de la Haute-Savoie. Pas de problème, ils vendront le développement qui sera le même que le nôtre. La seule différence, c'est que ils ne seront pas là pour gérer la proximité, ils ne seront pas là pour répondre à vos besoins globalement identifiés dans le cadre du PLH sur les attributions. Ils ne seront pas là pour vous accompagner. Nous, simplement, ce qu'on voulait réaffirmer au niveau des membres de l'USH 74, c'est qu'on est là pour vous accompagner et que la loi Elan, même si elle donne l'impression de faire perdre à la commune ce qu'on qualifiait de droit de veto, de droit de regard. Il n'empêche que quand on a commencé nos CUS, on a commencé à travailler avec vous, avec les collectivités, pour vous alerter sur le fait qu'on allait vraisemblablement avoir des politiques de mise en vente plus importantes. Et on vous a questionné sur nos politiques de mise en vente. Et on est là, et c'est l'exemple d'aujourd'hui, hein, on est là pour échanger avec vous aussi, pour vous expliquer qu'on est aujourd'hui à la conjonction de deux chemins. Celui sur lequel on vous accompagne, qui est celui du développement, et
on a besoin d'être sur ce développement-là aussi. Et puis, un chemin qui est un peu plus compliqué et qui donne une impression d'être sur une forme de grand écart et de paradoxe, qui est celui de la mise en vente de patrimoine, sur lequel on a l'impression qu'on n'est plus dans les mêmes comptabilités et que l'un efface les objectifs de l'autre. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. La commune, pour nous, restera toujours, ou le PCI restera toujours dans le cadre de l'application de son PLH. On sera toujours avec vous pour les objectifs du PLH en cohérence avec ceux de nos CUS. C'est ça le chantier qu'on a ouvert. Il faut simplement que vous engagiez, vous, une politique de réflexion sur cette trajectoire résidentielle qui comprend aussi la cession de patrimoine locatif social pour aller vers des logiques qui correspondent aussi aux besoins des habitants et aux besoins sociaux qu'ont les habitants du parc locatif social. Merci Pierre-Yves. Je vous propose que l'on continue parce qu'on a encore une série de questions à traiter. La suivante concerne l'impact des ventes sur les subventions publiques et également sur les garanties. Je laisse la parole à Nicolas Gauteur pour répondre à cette question. Oui, je ne sais pas qui avait posé la question, s'il voulait la reformuler ou pas. La question venait du conseil départemental. Est-ce que Jessica Magnin, Laetitia Deleuze veulent préciser un petit peu? Non, mais c'était pour savoir si on est encore dans la durée des garanties d'emprunt. Qu'est-ce qui se passe pour le logement? C'était peut-être surtout sur la partie réservataire. Et puis, quel impact? Oui, c'est-à-dire si ce logement a bénéficié de subventions, qu'est-ce que deviennent ces subventions si la vente se fait finalement peut-être assez rapidement je ne sais pas si je suis claire. Oui, non, d'accord. Donc, on l'avait bien compris comme ça. Ce qu'il faut rappeler, et ça a été dit à l'instant par les deux premiers intervenants, c'est que remettre ça dans le contexte, la vente HLM n'est pas une nouveauté. Simplement, elle est remise au devant de la scène par la loi Elan et effectivement, elle devient une partie intégrante du modèle économique des bailleurs sociaux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit remonter dans les critères d'exigence de nos différentes fédérations. Là où avant, on regardait principalement l'autofinancement des bailleurs sociaux, sont intégrés de manière plus précise aujourd'hui ce qu'on appelle les ressources internes, c'est-à-dire à la fois l'autofinancement et puis les fruits de la vente HLM. Bon. Comme ça a été dit également, il faut prendre ça à l'échelon d'un nouveau modèle. Donc, ça n'est effectivement pas une option, la vente HLM. Et dans les ventes qui sont aujourd'hui réalisées, il n'a jamais été question de rembourser les aides des collectivités. On va dire que les aides des collectivités s'intègrent dans un cycle qui doivent faire partie du marchepied ou servir de rampe de lancement à la production de logements locatifs, même si, il faut le rappeler, même si elles sont fondamentalement indispensables, les subventions aujourd'hui représentent dans nos plans de financement entre 7 et 8% du plan, justement. Donc, et ensuite, elles sont amorties dans le temps. Donc, on doit bien rappeler que ces subventions publiques, aujourd'hui, elles doivent servir à poursuivre le développement et qu'on vient, nous, pour poursuivre ce développement, y ajouter un élément qui, effectivement, par une partie de contrainte qui nous est imposée par la loi, en y ajoutant la vente HLM, doit permettre de maintenir le rythme de production. Donc, le raisonnement ne doit pas être, effectivement, puisque on fait de la vente HLM, il faut supprimer les subventions publiques. Non, au contraire. Il faut que tous les éléments soient réunis pour que, alors qu'il y a eu effectivement, de par la loi de finances 2018, l'application de la réduction de loyer de solidarité, il faut que tous les éléments continuent à s'aligner pour que les chiffres de production soient au rendez-vous en Haute-Savoie, et les chiffres de production, à la fois le quantitatif, mais c'est aussi le qualitatif sur la réhabilitation de notre parc qui doit être maintenu. Donc,
et on a déjà eu l'occasion, notamment avec le conseil départemental, pardon, j'allais vriller de quelques années en arrière, ces discussions sur l'intérêt d'avoir des subventions publiques, si je prends l'exemple du conseil départemental, à hauteur de 1,5 ou 2% de nos plans de financement. Et certains conseillers départementaux de nous dire est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'essaimer ces aides-là? Eh bien, ces aides-là, elles servent à compléter un dispositif. Elles s'intègrent dans un dispositif global à l'intérieur de laquelle vous avez les prêts qu'on souscrit sur le long terme, les fonds propres qu'on injecte, et maintenant les fruits de la vente HLM qu'on va réinjecter pour continuer la production. Donc, l'impact sur les subventions publiques, j'aurais tendance à dire de manière un peu grossière qu'il ne faut pas lier la vente HLM avec les subventions publiques. Il faut au contraire continuer à entendre qu'il y a un mode de financement global qui est en train de changer et que ces subventions publiques doivent continuer à être versées sur le neuf pour qu'on puisse produire. Puis après, peut-être, je fais les subventions et les garanties, puisqu'elles sont affichées à mon écran, puis après, on reviendra peut-être en arrière s'il y a des questions sur ces deux sujets. Sur les garanties d'emprunt, on est sur une logique où, et ça a été dit tout à l'heure, on ne va pas vendre les logements par bloc, en tout cas dans le cadre de l'appel à candidature qui avait été fait par l'organisme national de vente. Les bailleurs qui sont autour de cette table n'ont pas répondu à cette consultation. L'objectif, c'est bien d'avoir une vente telle qu'on la pratique aujourd'hui, en diffus, qui va se faire, et ça va être dit tout à l'heure, donc je ne voudrais pas déborder sur les interventions de mes collègues, de manière ponctuelle et avec des immeubles qui vont être identifiés avec les communes, donc de manière assez précise. Et on est dans une logique où, si je prends l'exemple de l'ASA Mont-Blanc, par exemple, cette année, on a vendu 2 logements et sur des opérations qui ont été mises en vente il y a plus de 10 ans. Donc, sur les garanties d'emprunt, ce qui va se passer, c'est que la garantie sera levée lorsque le dernier logement de ces opérations seront vendus. Il n'est pas question pour nous aujourd'hui de redécouper les garanties d'emprunt en fonction du nombre de logements vendus ou pas à l'intérieur des immeubles, puisque je rappelle que les prêts sont souscrits au départ pour l'entièreté des immeubles qui sont concernés et les garanties hypothécaires sont fixées sur la base des prêts globaux qui sont souscrits. Voilà, si je peux, c'est un peu, c'est pas la partie la plus sexy du dispositif. Mais si je peux répondre comme ça, en tout cas, voilà, ce qu'on essaie d'expliquer aux différents intervenants, que ce soit collectivité locale, département ou État, c'est que l'État nous propose de répondre par la vente HLM aux difficultés qu'il a mis en place pour les bailleurs via la réduction de loyer solidarité. Ça a été dit tout à l'heure par Pierre-Yves Ventras. Ce qu'il ne faut pas, c'est rajouter des contraintes supplémentaires. Là, on aurait un risque de ne pas, de rompre le dynamisme de développement qu'on a déjà sur le département et qu'on souhaite maintenir via ces ventes HLM. Merci beaucoup, Nicolas. J'espère que ça répond à vos questions. Juste précision, l'objet de ma question, c'était pas puisque vous allez vendre, on va plus verser de subventions. C'était pas du tout ça, et c'était plus à l'échelle d'un logement, un logement X sur lequel on a attribué une subvention. Si demain il est vendu, voilà. Mais bon, si j'ai bien compris, du coup, on aura notre mot à dire dans le cadre de l'ACUS. Donc c'est à ce moment-là où il faudra qu'on se positionne en disant, non, ce logement-là, on l'avait subventionné parce qu'on estimait qu'il y avait un vrai besoin ici. Du coup, on n'est pas trop favorable à la vente. C'était un peu plus dans ce sens-là. Et un peu pareil sur les garanties, c'était si on a une réservation qui est due sur ce logement-là du fait qu'on a attribué une garantie, si demain il est vendu, ça veut dire qu'on perd cette réservation. Voilà, c'était un peu plus dans ce sens-là. Bon, en sachant que, je ne voudrais pas déborder sur un autre sujet, mais on a aujourd'hui des logements qui sont fléchés en stock.
pour les réservataires. Demain, voilà, je ne vais pas transformer la réunion en gestion en flux, mais il y aura d'autres sujets qui vont répondre à ces questions. Et puis là-dessus, tout est calé réglementairement. On vous fera passer après la réunion les éléments du CCH qui donnent la ligne à suivre par rapport à ces questions-là. Voilà. Je vous propose de passer à la question suivante qui vous intéresse tous, et c'est normal. Quelle est la dynamique de vente au niveau des bailleurs sociaux et combien de logements seront réellement vendus? Je laisse la parole à Nicolas à nouveau. Alors, la dynamique de vente au niveau des bailleurs, effectivement, enfin, ça a été rappelé dans les différentes interventions, mais c'est bien, ça veut dire qu'on dit la même chose. C'est qu'on part du fait qu'il faut reconstituer, recréer des fonds propres qu'on a perdus avec la RLS, et que cette vente HLM va nous permettre de diversifier l'offre, et c'est ce qui a été encouragé notamment par la loi Elan. Ça permet aussi de proposer un parcours résidentiel pour les locataires du parc, hein, ça a été dit tout à l'heure. Hein, c'est une des formes de l'accession sociale qui va se développer. La dynamique de vente au niveau des bailleurs, elle sera personnelle aux bailleurs. Ça va faire partie d'un travail de concertation avec les collectivités locales dans le cadre de l'élaboration des CUS. Mais je pense que ce qu'il faut bien remettre, si on peut essayer de remettre l'église au milieu du village par rapport effectivement à craintes qui sont justifiées par rapport à cette vente HLM, c'est que on a croisé nos chiffres entre différents bailleurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur un parc locatif de plus de 45 000 logements en Haute-Savoie, où on produit un peu plus de 1500 logements par an, on va avoir une vente HLM qui, bon an mal an, va atteindre les 100 logements par an. C'est ça aujourd'hui la dynamique. C'est-à-dire qu'on est… À vous tous réunis. Oui, pardon. Tout bailleur confondu. Oui, tout bailleur confondu, on va atteindre environ 100 logements par an. Donc, c'est important de démystifier, si je peux me permettre, et notamment vis-à-vis de vos élus respectifs, hein, que ce soit en communauté de communes, en commune ou au département, le fait que quand ils voient arriver un plan de vente sur leur bureau, ça n'est pas les logements qui vont être vendus demain matin. On a des ratios assez précis sur le nombre de logements qu'il faut commercialiser pour espérer en vendre une centaine par an. Bon, le ratio, il est de 1 à 10. C'est-à-dire que quand vous mettez 10 logements en vente, vous allez espérer en vendre 1. Et ce qu'on a déjà commencé à évoquer lors d'une réunion avec l'État, parce que je vois qu'ils sont là, c'est que si on parvient à atteindre nos 100 ou 150 ventes annuelles, tout bailleurs confondus dans le département, ce sera le bout du monde. Et encore une fois, si je prends que l'exemple qui m'intéresse, nous, on est sur un rythme de 2 logements par an, et si on le passe à 7 ou 8, c'est qu'on sera devenu des super spécialistes de la vente HLM. Voilà. Parce qu'il faut bien vous rappeler que c'est un processus qui est compliqué, qu'on s'adresse à une niche de personnes, qu'une grande majeure partie, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, de nos locataires ne sont pas en capacité d'acheter leur logement, même lorsqu'il s'agit de logements locatifs HLM, même lorsqu'elle fait partie d'une décote liée à leur ancienneté dans le logement, parce qu'ils n'en ont pas les capacités financières, parce qu'ils ont, et on a fait le travail sur certains de nos immeubles, parce qu'on a une moyenne d'âge très élevée. Quand vous avez une moyenne d'âge à 60-62 ans sur un immeuble, eh bien, vous savez d'ores et déjà que vous allez en vendre très peu. Donc, voilà, il faut retenir quelques chiffres simples. Le parc locatif, enfin, à mon avis, sans vouloir donner d'ordre, mais en tout cas, pour le mettre en perspective, 45 000 logements sociaux en Haute-Savoie, 1500 logements produits, on ne parle pas de financer, et 100 à 150 logements grand maximum qui seraient vendus par an, tout bailleur confondu.
Donc, c'est on va dire, ces ratios-là qu'il faut garder. Et ce qu'on avait évoqué, notamment lorsque nous avons rencontré les représentants de la DDT avec le président Alain Benoîton, c'est de dire, quand bien même on deviendrait des super vendeurs, eh bien, revoyons-nous si on atteint ce plafond. Si on est à 100 ou 150 logements par an, eh bien, effectivement, on pourra se revoir pour discuter d'où en est la vente HLM et est-ce qu'on va trop vite. Mais on a plutôt la crainte inverse, nous, c'est que ça va être compliqué à faire, mais qu'on n'a pas le choix que de lancer une politique dynamique de vente. Merci Nicolas. Je pense que ça répond aux questions qui étaient posées. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Nous avons une autre question qui a été posée par la commune d'Annecy. Comment choisissez-vous les logements que vous souhaitez mettre en vente? Je vais passer la parole à Isabelle Gautron qui va y répondre. La personne qui l'a posée reformule pas sa question? Est-ce que la commune d'Annecy, alors je ne sais pas qui est derrière commune d'Annecy, est-ce que c'est Mathilde Metzger, Véronique Trollier? Est-ce que vous voulez préciser votre question? Isabelle, je te propose… Bon, je commence, ok. Bonjour à tous. Du coup, je vais venir redire un petit peu ce qu'ont dit Pierre-Yves et Nicolas. Je vais passer vite sur les contraintes réglementaires en cas de vente. Donc, pour vendre des logements, je rappelle qu'on peut vendre des logements qui ont plus de 10 ans et puis qu'on a sur le diagnostic de performance énergétique l'exclusion des étiquettes F et G. Alors, passer ces deux contraintes réglementaires, la vente HLM, c'est vraiment une stratégie de chaque bailleur sur plusieurs critères. Déjà sur sa volonté en dehors de la loi Elan et des fonds propres et aujourd'hui de notre quasi-obligation de vendre des logements. C'était avant, puisque Pierre-Yves l'a bien dit, la vente HLM, ce n'est pas nouveau. Donc, on avait déjà une volonté d'offrir un parcours résidentiel à nos locataires. Et en dehors de ça, donc la stratégie de vente aujourd'hui, elle se définit avec donc chacun plusieurs critères donc, qui peuvent être patrimoniaux, la localisation, l'état du bâti, l'âge du patrimoine, la possibilité dans nos groupes d'accès à l'accession des locataires en fonction de leur budget, la volonté de mixité sociale. Voilà, tous ces éléments sont inscrits dans nos plans stratégiques patrimoine. On a aussi effectivement le critère financier. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit auparavant, mais l'avantage HLM, effectivement, doit nous servir à reconstituer des fonds propres. Donc, on regarde aussi ces éléments-là. Donc, tous ces éléments sont inscrits dans nos plans stratégiques patrimoine, donc ils sont validés par nos conseils d'administration. Et puis ensuite, ils sont discutés avec les collectivités partenaires en amont de la signature de l'ACUS. Donc, c'est vrai que du coup, c'est des discussions avec les communes, avec les EPCI, avec le département, avec l'État, sur ce qu'on vend et où on le vend. Voilà. La question complémentaire, c'était à qui comptez-vous vendre? Alors, donc pour compléter, donc, dans la vente HLM, il y a deux cas de figure, donc le logement occupé, le logement vacant. Donc, en priorité, effectivement, donc c'est les logements occupés. Donc, l'idée, c'est de vendre aux locataires occupants, sachant que si le locataire occupant ne souhaite pas acheter ou ne peut pas acheter son logement, il reste bien sûr locataire dans les mêmes conditions. Et le deuxième cas de figure, donc c'est les logements vacants. Donc, quand un logement est vacant, donc, le texte a défini trois publics prioritaires. Donc, le premier groupe sur lequel nous, bailleurs, on va mettre tous nos efforts et nos objectifs, c'est les personnes qui respectent les plafonds de l'accession sociale et prioritairement dans ce groupe-là,
les locataires du parc social. En rang 2, c'est les collectivités. Et en rang 3, c'est toutes les personnes physiques. Sachant que, je le répète, notre objectif, c'est bien sûr de se concentrer sur le parcours résidentiel de nos locataires. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas par rapport entre la vente HLM et l'accession sociale. On s'aperçoit que la vente HLM est vraiment un outil d'accession à la propriété de nos locataires. Le décret du 15 novembre est d'ailleurs venu préciser que la publicité, elle doit être la plus large possible et accessible à tous. Merci Isabelle. Est-ce que la communauté de communes du Pays d'Évian ou la commune d'Annecy qui avait posé ces questions a obtenu une réponse qui lui convient? Non, pas de son. Moi, je ne les vois même pas. Mais... Non, pas de caméra. Je vous propose qu'on enchaîne avec 2 questions qui inquiètent certains d'entre vous. Comment envisagez-vous d'accompagner les nouveaux copropriétaires et comment éviter de fragiliser ces nouvelles copropriétés? C'est vrai qu'on est dans un contexte national de réflexion sur les copropriétés dégradées. Il est tout à fait légitime que ces inquiétudes se posent. Donc, des questions qui nous sont remontées par la commune d'Annecy et puis par Cluse. Je laisserai la parole à Vincent Roche qui va y répondre. Vincent, est-ce que tu as réglé tes problèmes techniques? Eh bien, oui, je vous ai rejoint avec grand plaisir. Vous voudrez excuser mon léger retard, mais les grévistes lyonnais avaient trouvé la bonne idée de nous couper l'électricité. Je ne sais pas si ça vient de chez GRDF ou Enedis, mais enfin bon, voilà, je suis parmi vous. Oui, alors comment accompagner les nouveaux copropriétaires? On vient de l'évoquer. Notre cible, c'est clairement nos locataires de chaque bailleur et interbailleur, évidemment, hein, locataires du parc conventionné aujourd'hui. Et c'est des clients déjà qu'on connaît très, très bien, évidemment, au travers des enquêtes, mais parce qu'on les reçoit très régulièrement, ils nous font part leurs difficultés, etc. L'enjeu, ça a déjà été, alors je suis désolé, mais il va y avoir quelques répétitions, mais l'enjeu, au-delà de la bonne connaissance que l'on a aujourd'hui, c'est des publics qui sont avec lesquels on doit œuvrer en termes de pédagogie. Ce n'est pas des gens qui vont partir spontanément à l'acquisition de leur logement. Ils sont depuis, pour certains, longtemps locataires du parc social. Donc, il y a une vraie relation de confiance à créer pour les emmener, pour ceux qui le peuvent, évidemment. Pour les autres, vous savez qu'ils ont le maintien dans les lieux garantis. C'est un pilier du logement social français qu'on ne veut surtout pas remettre en cause, bien évidemment. Et du coup, il y a tout un travail d'accompagnement pour leur faire prendre conscience, pour certains qui sont en capacité de devenir propriétaires. Et aussi, au-delà de le devenir, c'est de mesurer toute la responsabilité. Ça nous est régulièrement rappelé par les représentants des centrales de locataires, quelles qu'elles soient. C'est insister lourdement sur la nécessité de prendre une nouvelle posture. On n'est plus consommateur en tant que propriétaire, on a un certain nombre de devoirs. Et donc, c'est notre responsabilité, c'est ce qu'on fait systématiquement à l'ouverture de la mise en vente d'une résidence. Et puis après, il y a les processus assez classiques, vous les connaissez, réglementaires, au-delà de la posture responsable de nos entreprises, de nos collaborateurs en interne, commercialisateurs ou travailleurs sociaux qui accompagnent nos clients. Il y a évidemment tout le volet réglementaire sur garantie de rachat, de revente, etc., pour ne pas mettre en difficulté ces nouveaux copropriétaires avec tous les paramètres technico-réglementaires qui sont là pour protéger ces jeunes propriétaires, entre autres par rapport aux accidents de la vie, je pense, perte d'emploi, décès, divorce et autres accidents de la vie. Voilà, donc c'est quand même deux grands éléments importants sur cet accompagnement, au-delà déjà de tout ce qui a été dit, entre autres sur le choix des résidences, parce que, étant donné qu'on connaît bien nos populations dans chacune de nos résidences, l'enjeu est effectivement aussi de travailler sur des sites où on a des publics qui sont en capacité de prendre cette posture de propriétaire. Merci Vincent. Et sur les copropriétés, comment éviter de les fragiliser?
Enfin, d'abord, ce n'est pas un sujet nouveau. La vente HLM, on en fait depuis 10 ans. Les copros, on y est depuis des années au travers des VFA en diffus. On connaît quand même très, très bien le sujet. Accessoirement, enfin plus qu'accessoirement, parce que c'est des sujets extrêmement compliqués, aussi bien l'État qu'un certain nombre de délégataires des aides, mais aussi les collectivités, nous ont les uns et les autres, en tout cas tous ceux qui sont là, je crois qu'on est à peu près tous concernés par la question de la prise en charge de copros dégradés, ou le rachat de monopropriétés complètement abandonnées, dans lesquelles on est rentré dans des copros par les commerces ou autres. Donc, c'est une expertise qu'aujourd'hui nos entreprises ont toutes. Certains ont même un service syndic détaché, dédié. Donc, aujourd'hui, bon, voilà, ce n'est pas un sujet nouveau pour nous. Autre élément, ça a été aussi évoqué, ces copropriétés, elles ne deviennent pas brutalement une copro et le bailleur se retire. On est sur des processus extrêmement longs, 10-15 ans facilement, avant de vendre le dernier logement. Et je pense que 10-15 ans, c'est même un petit peu optimiste, hein, soit dit entre nous. Donc voilà, on garde la main. Et d'ailleurs, la loi Elan en la matière peut nous permettre de garder bien plus longtemps que ça ne l'était par le passé la main sur la gestion courante de ces résidences. Et d'ailleurs, il faut très honnêtement, aujourd'hui, nos résidents historiques, au moment où la résidence bascule en copro, très souvent, ils continuent à appeler leur bailleur, quel que soit le problème, qui relève du syndic ou de la relation normale avec leur bailleur. Les réflexes sont là et on continue à accompagner ces publics, aussi bien locataires que copropriétaires, jeunes copropriétaires. Et puis après, il y a éviter de fragiliser ces nouvelles copropriétés. Ça passe évidemment par la responsabilité qu'on a de choisir les bonnes résidences, ou en tout cas de leur faire démarrer, ces copros avec des résidences qui sont en bon état d'usage, avec ou sans un programme de travaux, qu'importe. À chacun de faire sa stratégie en la matière, mais de la même façon, on a une grande responsabilité quant au choix de ces résidences, de telle sorte qu'effectivement, elles ne rentrent pas très rapidement dans la spirale des copros dégradés, parce qu'il y a des gros programmes de travaux engagés. Mais ce serait de se tirer une balle dans le pied que de faire ça, puisque de toute façon, je viens de le dire, on est parti pour 10 ou 15 ans, voire plus sur ces résidences, et on est de fait copropriétaire, donc co-responsable de toute façon demain de la vie de ces résidences. Donc voilà, on est là dans le temps pour durer, et donc on est pleinement attaché à ces copropriétés, et donc on en assumera complètement leur vie nouvelle. Merci Vincent. Et une dernière question avait été posée, un peu plus générale, concernant le parcours résidentiel des locataires. Le parcours résidentiel, en France, c'est quand même un peu une gageure aujourd'hui, hein. Enfin, je ne sais pas, mais il n'y en a plus de parcours résidentiel en réalité. Aujourd'hui, il y a nos clients qui sont scotchés dans le parc locatif social, et puis on se bat tous les jours pour développer le PSLA, l'accession sociale, pour remettre une offre intermédiaire entre le locatif social et le marché libre, en particulier en Haute-Savoie, où le marché libre est extrêmement haut et où il y a plus de, la marche est infranchissable par nos populations. Du coup, la vente HLM et sa modeste accélération va permettre, avec d'autres outils, d'autres produits, d'essayer de réactiver ce parcours résidentiel qui est quand même un peu moribond en France depuis maintenant 25 ans. Et puis après, ça repasse à travers des éléments que j'ai déjà un peu présentés, mais de bien connaître nos locataires, d'avoir maintenant, au travers de la loi Elan, l'obligation d'examiner leur situation au travers des nouvelles caléoles, les commissions d'attribution de logements et d'examen d'occupation de ces logements. Alors, ça a d'autres vertus, cette caléole, la sous-occupation, suroccupation, surendettement, d'autres questions, mais ça sera l'occasion aussi d'évoquer avec nos clients leur volonté, de leur faire peut-être percevoir qu'ils ont une autre voie que tout locatif social jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, et puis donc d'enclencher un petit peu plus de mouvements sur notre parc et d'offrir
d'offrir un bout de parcours résidentiel, en tout cas pour certains. Voilà, et donc de fluidifier un petit peu ce processus, mais qui est quand même encore très, très retenu. Puis après, il y a peut-être un certain nombre d'outils et de processus à inventer, à imaginer, à développer pour rendre aussi plus visible l'ensemble des offres. Alors même si elles ne sont pas très, très importantes, hein, 100 logements dans une 150, dans une vision optimiste, très dynamique de la vente HLM sur le territoire de la Haute-Savoie. La question, c'est aussi d'ouvrir l'ensemble de ces offres à l'ensemble des candidats potentiels, donc tous les locataires de nos parcs respectifs. Peut-être que le site national Bienvéo pourrait être un bon support, mais il y a peut-être d'autres montages, d'autres outils à développer, à penser pour que ce processus soit le plus visible et le plus accessible à tous, en tout cas pour ceux qui vont pouvoir y accéder. Merci. Vincent Moine-Locose, est-ce que tu souhaites compléter? Aliette, vous m'entendez? Oui. Non, vous avez parfaitement synthétisé les choix des uns et des autres. Sur les 3 dernières questions, pas de complément particulier. Vous avez bien compris que la population de primo-accédants et la population de locataires, c'est notre ADN. C'est une population qu'on connaît parfaitement. Donc, je ne suis pas très, très inquiet sur l'accompagnement qu'on va pouvoir leur apporter à ce changement de statut. Par ailleurs, comme Vincent Roche l'a bien précisé, on est pour la plupart d'entre nous syndic, donc on va rester à la fois comme gestionnaire de cette copropriété des parties communes, et puis comme les organismes de logements sociaux vont rester de toute façon pour une durée, quand on parle de 10 ans, je pense qu'effectivement c'est extrêmement optimiste, vont rester copropriétaires. Donc la gestion sur le long terme de la copropriété et le fait qu'elle ne deviendra pas une copropriété en difficulté, à mon avis, ce n'est pas un sujet. Voilà. Et donc, encore une fois, le parcours résidentiel. Aujourd'hui, c'est notre cible numéro 1 sur toutes nos opérations en accession sociale à la propriété. Donc, c'est une dynamique qu'on connaît et qu'on explore depuis de nombreuses années. Ce n'est pas un nouveau sujet. Voilà, je pourrais ajouter. Merci. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes supplémentaires pour écouter d'éventuelles questions ou remarques complémentaires. Oui, bonjour, vous m'entendez? Non? Arthur. Oui. Arthur Péricard, donc communauté de communes du Genevois. Oui, exactement. Bonjour, merci. Il m'a semblé comprendre qu'il était possible de vendre les logements sociaux à toute personne physique et pas seulement aux personnes entrant dans les critères d'éligibilité en dernier recours. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que c'est une possibilité qui existe et qui peut donc être mobilisée? Qui souhaite apporter une réponse? Je peux, oui, dans votre question, vous dites en dernier recours, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, rien de nouveau par rapport à ce qui existait avant, c'est-à-dire qu'on était dans le cadre de la mise en vente de patrimoine, avec ces différentes possibilités-là, priorité aux locataires occupants, ensuite aux locataires du parc HLM, et ensuite, si vraiment à travers tout ça, on n'a pas trouvé chaussure à notre pied, eh bien donc la possibilité d'ouvrir à toute personne extérieure. Rien de nouveau, si ce n'est qu'on affirme encore plus le rôle social de l'organisme HLM et du locataire HLM à l'échelle du département. C'est-à-dire que le principe sera… Alors, je ne rentre pas dans le décret qui a pas mal rajouté des détails et qui sera complexe d'ailleurs sur la mise en commercialisation, mais globalement, priorité aux locataires occupants. Deuxièmement, on s'adresse à la totalité des locataires HLM sur le département et non plus aux locataires de notre patrimoine. C'est là qu'il y a une différence. Et si on ne trouve pas de possibilité,
eh bien, la possibilité, effectivement, comme vous l'évoquiez, en dernier recours, de céder à quelqu'un qui n'est pas locataire HLM. Sachant que les priorités restent les conditions de ressources, les conditions d'accès au parc HLM, là-dessus, ça n'a pas tellement changé. Ce qui change surtout dans l'organisation de la mise en vente de patrimoine, c'est une notion de consultation, c'est-à-dire qu'on a une espèce de démarche de commercialisation qui va ressembler à un appel à candidature plus global, en disant voilà, un peu comme ce qu'on fait dans le cadre des marchés publics, une espèce d'ouverture à candidats. Et nos démarches de commercialisation devront prendre compte de toutes ces étapes-là. C'est-à-dire si dans un premier temps, vous trouvez quelqu'un qui, dans le cadre d'un logement vacant, vous trouvez quelqu'un qui effectivement rentre dans les plafonds de ressources, est locataire HLM sur le département, son offre correspond à l'offre que vous proposez, bah vous pouvez lui vendre sans attendre la fin quelque part d'un délai de consultation. Mais on va rentrer dans des démarches de commercialisation qui sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. En clair, ça paraît simple à dire, ça paraît simple à faire, sauf que c'est quand même nos outils de commercialisation qui sont complètement bouleversés. Mais ce qui compte, c'est que l'objectif social soit prioritairement respecté. Donc, je réponds à votre question, je pense, je ne sais pas. Oui, merci. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait échappé, cette possibilité, ce dernier recours. Mais si je comprends bien, donc, il y aura cette commercialisation sous forme d'appel à candidature qui va avoir lieu. Et il y aura donc probablement un système pour rendre des comptes, pour démontrer que tout a été fait en bonne et due forme avant d'en arriver au dernier recours. C'est bien ça. Et on aura une obligation et donc un contrôle sur les critères qui seront des critères observés, sachant que les critères principaux, c'est effectivement l'accès au logement social, c'est-à-dire les critères de ressources, de composition familiale, etc. etc. Et puis, il y a cette notion qui est un peu complexe à cerner pour nos outils commerciaux aujourd'hui, enfin nos équipes qui interviennent là-dessus, parce que c'est nouveau, c'est qu'on aura des classifications sur un critère. Nous, en gros, on mettra une possibilité de commercialisation en faisant une proposition, et il n'est pas impossible que derrière, les gens surenchérissent, c'est-à-dire une forme de réponse en disant je vous en offre 2000 logements, 2000 € de plus ou 2000 € de moins. Ou, voilà. Donc, après, on a des priorités qui vont tenir compte de l'offre qui est faite à partir de notre consultation. Et puis, tout ça est quand même encadré par un décret qui date du mois de novembre dernier, qui vient préciser les conditions d'examen des dossiers lorsqu'il en arrive plusieurs au même moment. Sachant que ce qu'il faut retenir dans vos politiques de collectivité, c'est qu'a priori, si notre produit est bien ciblé, c'est-à-dire que si on peut penser par rapport au partenariat qui est le nôtre, qu'a priori, on mettra en vente un bien qui est compatible avec les ressources des ménages locataires et compatible avec les réalités du marché. C'est-à-dire que nous, on a d'abord un intérêt social à ce que cette trajectoire résidentielle dont on a parlé, on puisse la retrouver, on puisse retrouver aussi une sortie du parc locatif social qui permet à des gens de devenir propriétaires et de libérer un parc de logements locatifs. Donc, pour nous, la priorité dans le cadre des politiques de mise en vente, ça va être la vente à l'occupant. Une fois qu'on parle du logement vacant, la priorité va être de vendre un logement bien ciblé dans le marché à un locataire HLM, c'est-à-dire qui rentre dans les ressources, dans les plafonds de ressources. Et là, effectivement, le premier qui répondra à l'offre, on aura la possibilité de tout de suite formaliser la vente. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la consultation. Donc, le critère prioritaire, c'est quelqu'un qui répond à l'offre qu'on fait avec un niveau de prix et qui rentre dans les critères logement HLM, on va tout de suite pouvoir lui dire « Ok, on entre dans l'examen de votre dossier et l'objectif, c'est de le finaliser. » Bonjour. Oui, bonjour Aude. Donc Christine Dufour de la commune d'Argonnais. Je reviens sur le BRS.
savoir si j'ai tout compris. Est-ce que dans le cadre du BRS, le logement, après, est toujours comptabilisé dans notre contingent social ou est-ce qu'il disparaît? Je laisse peut-être Vincent Moine-Locaux réagir. Oui, oui, vous avez bien compris. Le logement vendu, enfin, qui fait l'objet d'un bail réel solidaire reste comptabilisé dans vos obligations de logement social. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. En rajoutant simplement que c'est au même titre que les PLS, hein, c'est-à-dire que c'est pour les communes carencées 1 pour 3. D'accord, merci. En revanche, je vais compléter, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de durée. Contrairement à la vente HLM qui est comptée pendant 10 ans, si le logement est vendu à son occupant, contrairement au PSLA qui va être compté pendant 5 ans, le logement qui fait l'objet d'un bail réel solidaire est compté à la date d'aujourd'hui sans condition de durée ou de délai. Bah, tout à fait, oui. Bon, la conclusion, elle est assez rapide. Vous avez bien compris que finalement, on est presque sur un non-événement au niveau du département de la Haute-Savoie, mais que c'est une obligation, je dirais, importante pour les organismes HLM de pouvoir vendre une partie de leur parc de logements afin de pouvoir continuer à poursuivre le développement sur les collectivités sur lesquelles il y aura eu de la vente de logements. Vente, je dirais, développement qui pourra se faire soit par le bailleur qui a vendu, je dirais, le logement, soit par d'autres bailleurs qui iront investir dans cette collectivité locale. Donc, il y a vraiment une volonté par cette vente de poursuivre le développement de l'ensemble des collectivités. Donc, tout est fait, ou presque tout est fait, je dirais, pour faciliter cette vente, et le tout étant pour les communes SRU avec un accord de la collectivité locale, et pour les autres collectivités avec un accord de l'État, en fait, au niveau de la convention d'utilité sociale qui sera signée par les différents organismes HLM et puis l'État. Donc, moi, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir participé à cette web conférence. Comme on vous l'a dit en introduction, elle sera, je dirais, communiquée puisqu'elle a été enregistrée, et donc elle vous sera communiquée en tout point avec les compléments de l'État par rapport à cette intervention qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Donc, pour compléter l'ensemble de ces propos. Sur les compléments de l'État, je relais le message que Vincent Patriarcat a voulu faire passer. Donc, je vous lis le message qu'il nous a envoyé. L'État est globalement favorable au principe de la vente HLM à hauteur de 100 à 150 logements par an dans le département, avec quelques points de vigilance malgré tout sur les communes SRU. Donc, on est avec ces points de vigilance, mais je pense que les collectivités locales auront également ces points de vigilance avant l'État. Et je pense que, je rappelle qu'il y a en effet, ça fait partie, je dirais, d'une volonté de développer le logement social au niveau des collectivités locales touchées par la loi SRU. Je rappelle également que la vente de logements sur des communes SRU donc à une durée de vie au niveau de 10 ans maintenant, avec la loi Elan, au titre, je dirais, éventuellement la taxation sur les communes qui sont en manque de logement social. Donc, on est sur tous ces sujets, je dirais, de parcours résidentiel, de valorisation des actifs pour pouvoir faire face à cette loi qui nous a largement pénalisé. Je l'ai dit en introduction, au niveau de l'ensemble des organismes de HLM, cette loi nous a pénalisé à hauteur de 17 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une paille, c'est un trou sérieux dans nos finances.
Et si vous voulez qu'on continue, je dirais, à apporter, je dirais, notre proximité, nos réhabilitations de nos parcs, il faut travailler en ce sens au niveau de la commercialisation de ce logement. Donc, cette politique sera, comme ça a été dit, une politique responsable sur l'ensemble des départements. Et je crois par les différentes interventions, on vous a rassuré de la volonté de l'USH 74 de travailler sur un parcours résidentiel responsable, premièrement au niveau de nos locataires, deuxièmement au niveau des locataires de l'ensemble du parc HLM, et troisièmement, éventuellement, au niveau, je dirais, de personnes, je dirais, lambda, je vais les appeler un peu comme ça, je dirais monsieur tout le monde, qui, dans notre parc, dans notre territoire de la Haute-Savoie, où on l'a rappelé, les prix de l'immobilier privé sont très élevés et dépassent largement les possibilités d'achat des résidents du parc HLM, mais je dirais même un peu plus loin des résidents dans le parc de logement intermédiaire, puisqu'on arrive à des prix qui sont complètement exorbitants au niveau du consommateur de logement moyen en Haute-Savoie. Tout d'abord, je vous remercie. Donc, je crois que je vais conclure là. Donc, après, je crois que vous arrêtez de la visioconférence. Je ne sais pas très bien comment ça marche, mais je crois que c'est comme ça. C'est moi qui vais clôturer cette séance avec les derniers messages qui nous sont transmis par les services de l'État, donc qui rappellent bien que ce sont les CUS qui sont extrêmement importantes puisqu'elles vont permettre de définir avec les collectivités locales les plans de vente des organismes, que le travail se fera, la réflexion se fera au cas par cas sur les communes SRU, sur les opportunités de vente. Et je lis en même temps que je vous parle, et que l'État encouragera la facilitation des ventes aux occupants, et notamment grâce au BRS. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Donc, tous les éléments ont été enregistrés et les supports vous seront adressés après le webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Je vais clôturer la séance. Au revoir.